Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et merci d'avoir délaissé le football pour venir nous voir. Est-ce que vous pouvez descendre des marches et vous rapprocher de nous et vous éloigner du bar? Un peu plus près, venez monsieur. Donc, Bon, Alexandrine, un anniversaire cette année quand même. alors, 10 ans de véhicules particuliers, de trophées de l'Argus, des véhicules particuliers, et 26 ans pour les utilitaires légers, Ouais. c'est ça? je ne vais pas faire un discours comme l'année dernière, qui était très long. Non, parce qu'on n'a pas 90 ans tous les Non. ans. Mais on a 10 ans du trophée VP, 26 ans du trophée VU. Donc, on a quand même de quoi célébrer ce soir. On y va? Alors ce que Christophe je vous propose, c'est de découvrir avant les activités du groupe, avec les temps forts de l'année 2018 en vidéo. Bon, j'espère que vous avez assisté à quelques-uns des événements, en particulier à l'atelier L'Argus enlève le bas. Ah, C'était tout ça, un programme. C'était quelque chose de spécial. Alors, sans doute vous demandez-vous comment sont faits les trophées de l'Argus. C'est vrai, Non, mais surtout, qui on part- participe? D'abord, à ce on part travail. pour combien de temps là? Pour combien de temps et pour combien de trophées aujourd'hui? Alors on part pour 8 trophées. Et pour 1 heure. On essaye de tenir ça en 1 heure. Il va donc falloir aller vite. Alors on va déjà essayer de répondre rapidement à vos questions. Comment sont jugées les voitures? Quels modèles sont éligibles? Combien étaient-ils cette année? Dans quelle catégorie? Et pour répondre à toutes ces questions, on va prendre le même schéma que tout à l'heure. Un petit On va vous film. faire voir un petit film. Les trophées Argus 2019, c'est 22 marques et 34 voitures en compétition. Il s'agit de modèles commercialisés durant l'année 2018. Pour tenir compte de la diversité de l'offre, les voitures concourent dans 4 catégories: les berlines compactes, les SUV compacts, les berlines routières et les SUV premium. Pour l'édition 2019, nous avons repris les critères habituels, mais en mettant l'accent sur le CO2 qui devient un élément déterminant dans l'achat d'un véhicule et au niveau du budget global.
Une fois établi notre premier classement, on va se pencher sur tout ce que les chiffres ne nous disent pas, c'est-à-dire qu'on va conduire ces voitures, on va les conduire en ville, sur route, sur autoroute, on va jauger le confort, l'espace intérieur, on va tester les équipements technologiques, la connectivité, les aides à la conduite, bref, on va se glisser dans la peau de l'utilisateur et toutes les qualités ou les petits défauts qu'on va déceler pendant ces tests viendront pondérer le résultat final. La grande gagnante sera la voiture Argus 2019. Elle est désignée par un panel de journalistes issus de la presse nationale et régionale. Mais les trophées Argus donnent aussi la parole aux internautes qui élisent la sportive de l'année pendant un mois via des votes sur le site de l'argus.fr. Cette année, pour l'élection de l'utilitaire de l'année, 5 véhicules étaient éligibles. Voilà, je pense que c'était très clair. Si vous avez des questions, vous les envoyez par courrier, on y répondra relativement rapidement. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet avec la première catégorie. Alors Sandrine, cette année, on a changé un petit peu la donne. Vous m'avez appelé Sandrine? Non, Alexandrine. Ah, d'accord. J'ai cru que vous m'aviez confondu avec quelqu'un d'autre. Mon Dieu, ça serait terrible. Avec une catégorie qui habituellement est plutôt en fin de soirée. Non, pendant très longtemps, ça a été l'unique catégorie. Donc on l'a remise devant, c'est celle de l'utilitaire. Exactement. Alors on met à l'honneur l'utilitaire ce soir. Bon. Avec dans la catégorie utilitaire, pas mal de prétendants déjà. Le Citroën Berlingo Van. La Mercedes Classics. Le Mercedes Sprinter. L'Opel Combo Cargo. Le Peugeot Partner. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de cousins là, dans ce... Donc la troisième marche du podium, c'est l'Opel Combo Cargo. La deuxième marche, le Peugeot Partner. Et là, c'est un suspense terrible. Je vais lui donner quand même un petit élément de réponse. C'est un cousin du Peugeot Partner. Voilà. Et normalement, il ne devrait pas tarder à arriver dans la salle, sauf s'il est en panne d'essence. Le Citroën Berlingo, je vous demande de l'applaudir. Alors c'est vrai qu'il a plutôt un nom sympa, le Berlingo, mais c'est pas pour ça qu'il a été élu. J'appelle sur le podium Philippe Narbeburu, directeur Business Unit Véhicules Utilitaires, et Amaury de Bourmont, directeur de commerce France, Citroën et DS. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Alors, hop, il est là, non? Il est où? Il est dans l'ordre. C'est le premier, voilà. C'est le premier, Sandrine. Bon. Alexandrine. Tenez, je vous le passe. Je vous donne un micro pour que vous répondiez à nos questions. Vous avez vu que c'est un podium très familial. Absolument. Quand vous avez, dans les précédentes versions du Berlingo, vous avez eu toujours une longueur d'avance avec la porte latérale, les 3 places devant, et vous avez voulu continuer cette avance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est présent sur cette voiture pour que vous soyez toujours une étape avant vos concurrents? Déjà, merci beaucoup. Merci à l'Argus, merci au jury d'avoir récompensé Berlingo Van.
et récompenser un peu aussi le programme K9, qu'on appelle un K9 en interne, puisque les 3 véhicules sont sur le podium. C'est une vraie fierté pour nous, pour les équipes projets, pour les équipes produits, qui travaillent depuis 4 ans sur la voiture, et qui en ont fait une véritable nouvelle génération. Parce qu'en fait, le berlingot, il remplace un champion déjà. Oui. Et donc, pour remplacer un champion, il faut être soi-même très fort, parce qu'on veut le plus grand succès à cette voiture. Et on est sur une nouvelle plateforme. On est véritablement sur une nouvelle plateforme. On a écouté nos clients qui nous disent on voudrait 2 empattements. Il y a 2 empattements, 2 longueurs. Et on a également des développements inédits, comme par exemple l'indicateur de charge, qui les clients nous disent que c'est quelque chose de très utile, puisque c'est quelque chose qui va nous permettre de lutter contre l'accidentologie. Ou la caméra 360, on l'a vu sur votre vidéo, qui permet de rendre la vue à un aveugle, puisque un fourgon tolé, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que garer un tollé, c'est pas toujours facile. Et on a vu qu'au moment des test drive, c'était beaucoup plus facile. Donc voilà 2 exemples qui font que cette voiture, elle apporte beaucoup de modernité. Et votre prix, le prix Argus, nous donne extrêmement confiance pour que Berlingo soit un véritable succès en France et ailleurs. Alors on va y mettre une condition au prix Argus quand même. Parce qu'on se tourne vers l'avenir avec des utilitaires qui ont vraiment révolutionné le segment, sauf qu'aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 90% des ventes en diesel. Or, on sait que l'avenir n'est pas forcément tout diesel. Est-ce qu'il y a des programmes énergie alternative de prévus sur ce type de véhicule, et si oui, quand? Ben, écoutez, oui, on a déjà une offre essence à la gamme, avec nos moteurs turbo-essence très efficients. Et puis, on a annoncé déjà que tous les véhicules utilitaires de la palette, de la gamme, seront électrifiés. Quel horizon? On va commencer par la plateforme MP2 qui équipe notre Expert et Jumpy. Et ça, c'est l'horizon 2020. Et juste après, on aura une électrification de notre berlingot Partner et Combo. Et ensuite, on continuera sur le segment haut de gamme. Et on peut dire que nous conservons une offre électrique avec l'ancienne silhouette berlingot encore pour les prochains mois. Ce qui a fait la différence pour le berlingot, qui est sur la première marche, c'est le cockpit, avec ce rangement derrière le tableau de bord, les services, et quand même l'attachement à la marque Citroën, qui a un historique utilitaire très fort, et le jury a valorisé aussi ça. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, Citroën est l'inventeur du berlingot. Et c'est un véhicule très important pour nous, presque 40% de nos ventes. Et pour nous, la direction du Commerce France et pour le réseau également. Donc merci infiniment. Merci. Merci. Une petite photo. Et ensuite, on va passer à la 2e catégorie, la catégorie berline compact. Voilà, ça c'est pour Paris Match. La catégorie berline compact. Il y avait du monde aussi, mais vous allez voir que dans certaines catégories, il y avait beaucoup de monde. Avec la Subaru Impreza. La Toyota. Ah oui, la Toyota Corolla. Ah bah voilà. Pardon. La Nissan Leaf. La Mercedes Classe A. La Kia Ceed. La Ford Focus. La 3e place du podium. La Ford Focus. Seconde. La Mercedes Classe A. Et attention, roulement de tambour. Vous allez découvrir en images la vainqueur de la catégorie. J'appelle Ludovic Billiet de Toyota France à nous rejoindre.
Félicitations, je vous donne un petit micro pour répondre aux questions. Alexandrine se demandait, déjà ça l'a tracassée, elle n'a pas dormi pendant plusieurs jours, pourquoi l'Auris avait changé de nom? Bah oui, Corolla, Auris, Corolla. Elle était trop jeune pour connaître la Corolla ancienne, c'est pour ça. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait on avait différentes appellations qui cohabitaient au niveau mondial. Ah, d'accord. Corolla sur certains marchés, Auris sur d'autres, et qui nous semblait plus logique, surtout dans le cadre du déploiement de notre stratégie de plateforme, d'avoir une appellation unique et l'appellation la plus, je dirais, connue, qui est celle de la Corolla, qui est la voiture et la Toyota la plus vendue dans le monde depuis... Ça a été même la voiture, toute catégorie, la plus vendue dans le monde, la Corolla. Exactement, puisqu'elle est produite... Combien d'exemplaires? On est maintenant à plus de 20 millions d'exemplaires. Bon, en même temps, elle a une durée de vie très longue. Très longue. Aujourd'hui, le mix des moteurs, c'est encore 10% de diesel, ce qui est faible. Sur l'Auris, oui. Oui, sur l'Auris. Et maintenant, s'ouvre une ère totalement hybride dans la nouvelle version de la Corolla. Alors, je m'excuse, mais je vais vous reprendre. Ah, allez-y. En l'occurrence, sur Auris, ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on a arrêté la motorisation diesel. Et aujourd'hui, on est à 95% de mix hybride. Je vais tuer quelqu'un au bureau, je vous le dis tout de suite. Voilà. Et c'est pas un pari risqué de dire on fait la monoculture de l'hybride, comme on a fait la monoculture du diesel dans certaines marques? Je ne pense pas. En tout cas, la demande client est là. Et en l'espace d'un an, notre mix hybride en France a pris plus de 10 points. Et on est aujourd'hui au-delà des 70%. On flirte même des fois avec 75% de mix hybride sur l'ensemble de nos ventes. Et donc, que ce soit l'Auris aujourd'hui, CHR ou les modèles au-dessus, on est à plus de 95% d'hybride. Et en plus, il y a une évolution dans l'hybride qui va arriver avec cette Corolla. C'est-à-dire jusqu'à présent, l'hybride, c'était pour ceux qui voulaient faire des économies d'énergie, qui avaient une petite fibre écolo. Et désormais, ceux qui aiment conduire pourront se faire plaisir aussi au volant d'une voiture hybride. C'est ce qui, en tout cas, a priori, a séduit le jury. Exactement, puisque la Corolla est la toute première Toyota à bénéficier de 2 motorisations hybrides. 180 chevaux. 1,8 litre, 122 chevaux et 2 litres, 180 chevaux. Et ça démontre la volonté du groupe d'apporter une dimension encore plus émotionnelle. Ouais, de plaisir. Et le plaisir de conduire sur l'hybride. Bon, alors cette voiture, pour le moment, n'est pas commercialisée. Elle est en vente quand même. Hein. On peut passer commande. On peut déjà passer commande. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est là. Merci. Elle arrive quand en France? Une dernière petite question. Elle arrive quand en France? Les premiers modèles sont prévus pour quand? Livraison à partir de la 2e quinzaine de février pour un lancement commercial effectif pour les journées portes ouvertes du mois de mars. D'accord. Merci. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Là, c'est pour Voici maintenant. Bon, la catégorie suivante, il va nous falloir déjà une bonne demi-heure pour arriver à vous donner la liste de tous les modèles qui étaient en lice, parce que là, il y a vraiment du monde. Hein. Il y a combien de modèles en lice? Je ne sais même pas. Les SUV compacts. Ils sont terribles, hein? Avec l'Audi Q3 pour commencer. L'Audi Q3, la BM X2. Le Citroën C5 Aircross. Le Citroën Berlingo M. Dacia Duster. Honda CR-V. Lexus UX. Opel Combo Life. Peugeot Rifter. Subaru, on dit XV. quoi 15. Subaru XV. Louis XV s'était pris, alors c'est pour ça qu'ils ont mis Subaru. Suzuki Jimny. Et Volvo XC40. Vous croyez qu'il parle de foot, Jean-Luc, là, dans le... Je crois qu'il parle beaucoup de football dans la salle. Mais il y a des gens qui ont enregistré le match et donc qui ne veulent pas savoir ce qui se passe sur le terrain. D'accord, alors si vous ne vous taisez pas, on vous donne les résultats. Voilà. Bon, la 3e marche du podium, c'est l'Audi Q3. Sur la 2e marche, le Volvo XC40. Oui. Et toujours pareil, on va découvrir en vidéo le vainqueur de cette catégorie très disputée.
J'appelle Pierre Monferrini, responsable de la gamme Citroën, et Amaury de Bourmont à nouveau. À nouveau. À nouveau. On voulait vous poser comme question, quand on a comme cousin le 3008, qui est un succès incontestable, comment on fait son propre chemin en arrivant maintenant? Alors d'abord, ça a donné très envie de l'avoir, donc on est très très fiers de l'avoir et je voudrais vous remercier à nouveau pour ce prix qui récompense, je pense, un véhicule différent. Et c'est la grande force de ces 5 Aircross par rapport au reste des SUV compacts, c'est que ce véhicule apporte d'abord un design très fort et puis il apporte un confort que je crois on ne retrouve pas dans la catégorie. Il apporte une modularité avec 3 sièges arrière individuels. Une banquette. Un grand coffre. Donc il allie vraiment le meilleur des deux mondes entre le monde des SUV et le monde des monospaces. Et je crois que c'est ça qui va le différencier très fortement sur le marché. Vous avez introduit, bon, c'était pas une nouveauté parce qu'on l'avait sur la C4 Cactus juste avant, les suspensions à butée hydraulique progressive. Absolument. Pourquoi avoir autant tardé entre la fin de l'hydropneumatique et l'arrivée de ce système de suspension qui, il faut le dire, est quand même extrêmement efficace, presque aussi efficace, on va dire peut-être aussi efficace sans les inconvénients que l'ancien système Citroën. Vous n'avez pas eu l'impression de gâcher un petit peu votre notoriété dans l'intervalle ? C'est comme les innovations, il faut le temps de les maturer, il faut surtout le temps de les rendre accessibles très très largement sur notre gamme. C'est une innovation qui est accessible donc, dès C4 Cactus et puis maintenant sur C5 Aircross. Donc le confort Citroën est maintenant accessible à tous. Ça veut dire qu'on va retrouver ça sur tous les modèles, puisque là sur C5 Aircross c'est en série dès le premier niveau. Les modèles futurs qui vont arriver, ça sera la signature Citroën de nouveau ? Le confort est une signature Citroën et on va encore continuer à développer ce confort. Alors une petite question, tout à l'heure on a parlé du Peugeot 3008, le cousin sans doute un petit peu embêtant. Peugeot au départ a été un peu débordé par le succès. Il y avait beaucoup d'attentes. Des clients qui attendaient 6 mois pour avoir des versions particulières, en particulier essence avec le mariage boîte automatique. Est-ce que là vous avez dimensionné la production? Vous êtes au début de la commercialisation, mais est-ce que... Pour un éventuel grand succès sans avoir besoin d'attendre 6 mois? Oui, l'usine est dimensionnée pour produire 130 000 voitures et en France on en espère 45 000. Donc vous voyez que ce sont des niveaux importants élevés, pour nous. Par rapport pour une marque comme Citroën, ça représente quasiment 15%, pratiquement 20% de nos volumes. Donc c'est un niveau tout à fait conséquent. Mais effectivement, alors qu'on n'a pas encore lancé le véhicule, il y a déjà 3000 commandes. Oui. Et donc on voit bien qu'il y a une forte attente sur ce véhicule. Dans le mix des commandes, là, on a vu très forte proportion de diesel quand même. Comment on peut l'expliquer? 70% de diesel pour l'instant. C'est exact. Encore une proportion assez forte de diesel. Dans l'attente aussi de l'arrivée du PHEV qui sera là, de la version hybride rechargeable qui sera là à la fin de l'année 2019, au début de l'année 2020. D'accord. Merci beaucoup. Merci messieurs. Merci beaucoup à vous. Merci. On va sortir... Alors on va sortir du schéma parce que vous avez remarqué, Alexandrine, on a commencé par un véhicule pas très cher. Oui. On est monté un petit peu en gamme avec la Toyota Corolla qui est un tout petit peu plus chère. Ensuite, on est passé au C5 Aircross qui était encore un tout petit peu plus cher. Et puis là, on va grimper, là, on part dans des sommets. Exactement. On sort de notre trophée pour... et on vous a préparé, des petites choses. Hein. On va parler de la sportive passion préférée des internautes. Et pour ça, on va faire une sorte de quiz. Ah. Et on va commencer par une surprise. Écoutez bien. Alors un indice, c'est pas une voiture électrique. Ah, ce n'est pas une... Non, c'est pas une voiture électrique. C'est pas une voiture hybride. Je vais vous donner un deuxième indice. Oui. C'est une voiture qui est née au siècle dernier. Enfin, pas celle-là. La lignée est née au siècle dernier, une année exceptionnelle, 1963.
Le constructeur vient de présenter la 8e génération il y a une dizaine de jours. Oui. Et dernier indice, c'est Alexandrine, le cadeau de Noël que vous allez me faire. En plus, je crois que je peux avoir un tarif assez intéressant. Bah, j'espère. Donc je ne sais pas. Le dernier indice, la voiture est dans les photos que vous voyez là. Alors, je ne sais pas. La Mégane? Non. Non, mais ça brûle. Ça brûle, c'est juste à côté. En fait, vous allez découvrir la sportive préférée des internautes. Ça tombe bien, c'est la mienne aussi. Et d'ailleurs, quel homme n'a pas rêvé un jour de posséder, on le dit, une Porsche 911. Alors en plus, là, la GT3 RS. Le modèle le plus exclusif, sans doute, puisque la plus sportive de toutes. 520 chevaux, un moteur atmosphérique, ce qui devient rare, hein, surtout un poids plume. Cher Jean-Luc, pour être rédacteur en chef d'un journal écologique, ça n'est pas très écologique, je trouve. Il faut pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Bien sûr. J'appelle Marc Meurer de Porsche France pour recevoir son prix. Bon, 991, hein, celle-ci, non 991. C'est l'ancienne génération, on va dire c'est la vieille celle-là. Oui, mais elle est encore demandée. Bon, pour 15 000 €, on vous en débarrasse de celle qui est là derrière le rideau. Pas de problème. Elle est tellement demandée qu'on va même la reproduire l'année prochaine en quelques unités. Parce qu'effectivement, et je remercie tous les internautes qui ont voté pour cette fantastique sportive, elle est juste exceptionnelle, un moteur atmosphérique, 520 chevaux, des performances hallucinantes, une utilisation quotidienne possible. Donc c'est tout l'ADN de Porsche qui se retrouve dans cette voiture juste unique. Une voiture avec laquelle on peut sortir du bureau pour aller sur le circuit directement en fait. Oui, vous pouvez chercher le pain le matin et s'amuser sur circuit. Elle a fait moins de 7 minutes sur Nürburgring également dans sa version de route. Donc c'est effectivement une ultra sportive utilisable au quotidien. Alors, on voudrait parler de la gamme normale. Pendant très longtemps, vous n'avez été que essence. Les SUV ont amené chez vous du diesel. Maintenant, vous avez décidé, et ça faisait 50% des ventes. Aujourd'hui, vous avez décidé de n'être qu'en essence. Et Marc, avant de répondre à la question, dites-nous, pour nous rassurer, il y avait une 911 diesel dans les cartons quelque part? Non, absolument pas. Bon. Non, effectivement, on a décidé d'arrêter la cotisation du diesel. On va se concentrer toujours sur des voitures essence et ultra sportives, des voitures hybrides comme Cayenne et Panamera par exemple. Et également, dans un an, on lancera notre première voiture 100% électrique, Taycan, qui là aussi marquera son époque en termes de voitures sportives électriques. Une question qui revient souvent, est-ce que la 911, elle aussi, aura droit à une électrification, c'est-à-dire à des versions hybrides ou à des versions 100% électriques? Alors l'hybridation n'est pas exclue. Donc effectivement, nous venons de présenter il y a une semaine à Los Angeles la version 992. Et effectivement, la plateforme est capable d'accueillir une version hybride. Bon, bah merci. Voilà, merci. Vous ne nous avez pas donné le prix de celle qui est cachée derrière là-bas, de mon cadeau de Noël. Alors, ce que je veux dire, que Alexandrine en a besoin pour faire le chèque. C'est un excellent investissement parce que c'est une voiture qui gagne en valeur au fil du temps. Donc c'est un excellent investissement. Elles sont plus chères d'occasion que neuves presque, non? Oui, absolument. Elles sont très recherchées en occasion, donc c'est un très bon placement. Voilà. Il faudra qu'on vérifie ça dans la cote Argus d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ça, c'est pour le chasseur français, là. Bon, après cette petite parenthèse à 200 000 €, on va reprendre le cours normal de notre progression dans les tarifs tout à l'heure, avec la catégorie berline familiale et premium. Et premium, oui. Donc je vous propose tout de suite de voir les candidates. Si j'ai bien compris, Audi A6. Audi A7 Sportback. Lexus LS. Mercedes CLS. Peugeot 508. Volvo V60. Ah non, il n'y a pas de SUV là, c'est pas là. C'était dans la catégorie d'avant qu'il y avait des SUV. Il y avait 3 SUV dans les sportifs, ce qui est quand même assez rare. Pardon. La 3e place du podium est pour l'Audi A7. La 2e marche du podium, la Volvo V60. Et un indice, elle est française.
J'appelle Laurent Blanchet, directeur produit Peugeot, et Bernard S, chef de produit Peugeot 508. Alors la 508 fait poser beaucoup de questions aux journalistes, en tout cas depuis qu'elle est sortie, parce que c'est vrai que quand on prend le volant, allez on va le dire, on a l'impression d'être dans une 205 GTI de nos débuts, sauf que ça reste une grande berline. Et vient la première question, elle est faite pour qui cette voiture? Parce que vous dites une familiale, mais en fait, elle ne s'adresse pas tellement aux personnes qui sont aux places passagers, elle s'adresse plutôt aux conducteurs. Alors tout d'abord, un énorme merci parce que pour nous, c'est un moment d'émotion. On a fait cette voiture avec beaucoup de passion et on est très heureux évidemment de recevoir ce prix. Alors, pour qui est cette voiture? Eh bien, elle est pour toutes les personnes qui aiment les belles familiales dynamiques. Bien sûr, c'est une voiture à conduire, mais pas que. C'est une voiture qui a de l'espace à l'arrière. C'est une voiture qui a un haillon qui permet une accessibilité. C'est une première chez Peugeot, hein? Alors oui, c'est une première dans ce segment, effectivement. On propose un haillon qui donne une accessibilité très facile à l'arrière et donc un chargement facile de la voiture. Donc vous voyez, c'est une voiture polyvalente, mais avant tout, c'est une voiture plaisir. Malheureusement, elle est très belle. Elle a gagné sans doute beaucoup de prix et c'est pas le dernier. C'est parmi les premiers, mais en tout cas, c'est bon augure. Mais ce n'est malheureusement pas un segment qui a le vent en poupe. Et comment on fait pour exister dans la frénésie du SUV actuel? Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas que le SUV dans la vie, il y a aussi les berlines. Et tout le but de cette voiture, c'est bien de réhabiliter la berline, parce qu'on pense que la berline a un vrai avenir. On pense que la berline est une voiture très efficiente, notamment du point de vue des émissions de CO2. Ce sont des voitures agréables à conduire, comme vous l'avez dit. Donc agréables à conduire, des émissions de CO2 maîtrisées, une voiture qui est belle, donc une Peugeot à la fin. Vous avez parlé des émissions de CO2. Les motorisations les plus vertueuses, entre guillemets, arriveront beaucoup plus tard. En l'occurrence de l'hybride rechargeable, l'hybride essence rechargeable. Pourquoi ne pas les avoir introduites au début? Et pourquoi se limiter à des modèles qui seront des hauts de gamme, alors qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est quelle peut être l'alternative au diesel? Alors tout d'abord, l'hybride rechargeable va arriver très rapidement, puisque nous allons le proposer dès le milieu de l'année 2019, au travers d'une version plug-in hybride. Donc il y aura 50 km de roulage en électrique, une motorisation qui fera 225 chevaux, donc vous voyez, intermédiaire. Élitiste au niveau tarif, on est d'accord? Alors nous, on raisonne beaucoup en TCO, en Total Cost Ownership, comme vous pratiquez ça à l'Argus très souvent. Eh bien, en TCO, cette voiture, je vous l'annonce, sera très compétitive vis-à-vis notamment d'une motorisation diesel. Donc ce sera une vraie alternative et pas que élitiste. Très bien. Il y a une version break qui vient d'arriver. Comment vont-elles cohabiter? Très belle. Quel est le mix prévu entre le break et la berline? Bernard. Alors effectivement, on vient de terminer nos essais presse sur le break. Un break qui va représenter 60% des ventes en France. Donc plus que la berline alors? Effectivement, il sera majoritaire et on voit au travers de la silhouette qu'on a pu donner à ce nouveau break une qualité, élégant, une radicalité, un caractère vraiment différent de l'univers des breaks traditionnels et donc un potentiel demain par rapport aux émissions de CO2 que vous évoquiez, d'aller chercher des clientèles qui aujourd'hui sont peut-être en overdose de SUV et en tout cas il y a une attractivité sur cette voiture qui est importante. D'accord, merci. Merci messieurs. Beaucoup. Merci. La petite photo pour point de vue et image du monde. Ça change à chaque fois. C'est pour qui? Ça c'est point de vue, image du monde. Ah, point de vue, image du monde. Très bien. C'est toujours le même photographe. Tant que c'est pas pour Playboy, tout va bien. Bon, on va encore grimper d'un cran en matière de tarifs avec la catégorie SUV familiale et premium. Là, vous imaginez bien qu'à moins de 10 000 euros, il n'y a pas grand-chose. Et il y a du monde quand même dans cette catégorie également. Clairement. L'Audi Q8. BMW X4. BMW X5. Hyundai Nexo. Jaguar E-Pace. Jeep Wrangler.
Mercedes classe G500. Mercedes GLE. Seat Tarraco. Volkswagen Touareg. Et la troisième place du podium est pour le BMW X4. La deuxième marche pour le Seat Tarraco. Et on va découvrir en images le vainqueur de cette catégorie. Je demande à Faisal El Asri de nous rejoindre, s'il vous plaît, de Audi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bravo. Bon, une très belle voiture, mais moi, ça me pose un petit problème, en fait, de vous remettre ce prix. Non, ça nous pose quelques problèmes. Parce que quand j'étais petit, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, puis j'ai pas beaucoup grandi en plus, mais l'image d'Audi, c'était l'Audi Quattro, c'était le championnat du monde des rallyes, c'était des voitures voilà, très performantes. Et aujourd'hui, quand on regarde la gamme Audi, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de SUV que chez tous les autres constructeurs. Il y a du Q2, Q2, Q3, Q3, Q7, il manque le Q8. Q4 d'ailleurs, il va falloir nous en parler. Il y a du Q5, il y a du Q7, il y a du Q8, il y a du e-tron même qui arrive dans la gamme SUV. C'est un changement de paradigme, c'est quoi? Tout d'abord, merci à l'Argus, merci au jury de l'Argus. On est ravis de remporter ce prix pour le Q8. Et effectivement, on a développé une vraie gamme de SUV, car le Q8 vient chapeauter pas moins de maintenant 5 SUV dans la gamme Audi. Et vous avez parlé de l'e-tron, qui est notre prochain SUV 100% électrique, qui va venir très prochainement dans le réseau l'année prochaine. Donc effectivement, ça répond à une forte attente du marché, et ça nous permet de représenter un peu plus du tiers de nos ventes aujourd'hui en France. Un Q8 10 000 € plus cher qu'un Q7 avec 2 places de moins, le client se retrouve comment? Non, avec le Q8, on a essayé d'apporter une offre complémentaire au Q7 qui existe déjà. Le Q7 est une offre un peu plus rationnelle qui a la possibilité de proposer 7 places. Et avec le Q8, on essaie de proposer quelque chose d'un peu plus émotionnel, notamment à travers son design, qui d'ailleurs illustre la nouvelle orientation stylistique d'Audi, portée par Marc Lichteux. Et ce prix est de bon augure pour tous les produits qui vont arriver l'année prochaine. Vous avez parlé du e-tron qui va arriver 100% électrique, mais avec autant des SUV dans une gamme, avec aujourd'hui la limitation des émissions de CO2, il faut forcément passer par la case électrification. Est-ce que tous ces SUV qui sont présentés nouvellement chez Audi vont être à terme des versions hybrides ou des versions hybrides rechargeables? Alors effectivement, ça me permet de parler de la stratégie d'électrification d'Audi. Le SUV 100% électrique, Audi e-tron, est la première étape pour Audi dans cette stratégie d'électrification. Ça sera accompagné fin d'année prochaine par un deuxième véhicule 100% électrique. Et ça va nous amener à horizon 2025 à près d'une douzaine de véhicules électriques. Mais en parallèle, on développe également une offre de véhicules plug-in hybrides, d'hybrides rechargeables. Et dès l'année prochaine, d'ailleurs, avec une vraie offensive, avec pas moins de 5 modèles hybrides rechargeables, dont des SUV. Et on arrive à trouver sa place avec un Q8 sur un segment qui finalement n'est pas si grand que ça, avec déjà pas mal de concurrents? Oui, je pense que le Q8 et les premiers chiffres de vente nous confirment que le Q8 va trouver sa place, et notamment grâce à sa ligne qui plaît beaucoup. Et donc on fait appel justement à cet aspect très émotionnel de l'achat, car le Diane reste le critère numéro 1 d'achat sur ce segment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite photo pour Gala. Le couple de l'année. Alors maintenant, on va s'attaquer au prix spécial du jury. Qu'est-ce que c'est que le prix spécial du jury?
Eh bien simplement, vous savez, le jury, ils se sont réunis plusieurs fois le soir, ils picolaient pas mal. Et quand ils étaient fins bourrés en fin de soirée, ils se sont dit, tiens, on va faire le prix spécial du jury. Non, je n'avais pas le droit de dire ça. Mais Jean-Luc, ça n'est pas vrai en plus. Ça donne Non, une c'est très pas vrai. mauvaise image des journalistes. Ils sont extrêmement sérieux. Donc le jury de l'Argus a décerné un prix spécial du jury, bien évidemment. J'aurais partagé, j'ai pas voté d'ailleurs. Il faut qu'on en parle, Alexandrine. Pourquoi j'ai pas voté? Mais j'aurais voté pour ça. Quoique, vous voyez, dans la catégorie, là, il y en a une petite en bas à gauche qui me plaisait bien. L'Aston Martin DB5. Puisque Aston Martin a ressorti une série limitée en fait de cette voiture, qui est la voiture de James Bond. Jean-Luc, elles ont toutes été vendues. Tout était vendu? Toutes. Bon, comme tout était vendu, on en a choisi une autre. Donc, le prix spécial du jury est attribué à la e-légende Peugeot. Et j'appelle Gilles Vidal, directeur du design, et Mathias. Je crois pas qu'on va être très original parce qu'on va vous poser la même question que tout le monde vous pose. Ça fait déjà 400 fois qu'on la pose à tout le monde. Bon, alors, est-ce qu'on va avoir cette voiture un jour sur la route? Alors, c'est pas prévu. C'est vachement original. Hein. On en a beaucoup posé. Oui, ça c'est sûr. Mais ça, c'est parce que vous avez fait ce film juste avant le mondial et vous avez donné envie à tout le monde que cette voiture roule sur la route. Voilà. Bah, ce film de pub, finalement, c'est plutôt un message ou la démonstration de notre vision du futur, en fait. Une vision. C'était pas mal. Hein. C'est une vision quand même. Gilles, c'est une vision un peu néo-rétro quand même, parce que vous êtes un amoureux du coupé 504. C'est pas un secret. Il y a quand même pas mal de coupés 504 dans cette voiture. Oui, alors l'idée, c'était pas de faire du néo-rétro à tout prix, mais plutôt de dire que demain, alors qu'on aura de la conduite autonome, alors qu'on pourrait s'inquiéter du manque de sensations, de la robotisation, du côté peut-être insipide de l'expérience à ces époques-là, au contraire, il n'est pas exclu que les voitures soient sexy, qu'elles aient un look pourquoi pas néo-rétro ou autre, qu'il y ait des sensations fortes, en tout cas de l'émotion dans ces voitures-là. Et c'est le message fort qu'on voulait passer. On est très enthousiaste à l'idée du futur et même de la conduite autonome en fait. On ne s'ennuiera pas. Alors moi, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que quand on voit les concept cars des voitures électriques, ils sont vachement sexy, et quand on voit les vraies voitures électriques, souvent on est vachement déçu. Comment ça s'explique? Est-ce que vous avez une totale liberté déjà dans le dessin de ces voitures-là? Il y a des contraintes comme dans tous les projets techniques, industriels, économiques et tout ce que l'on veut, mais il n'est pas interdit de créer une esthétique particulière. Particulièrement émotionnelle, plus poussée, plus osée. Chaque marque, à la limite, a sa vision, sa philosophie vis-à-vis de ça, j'imagine. Alors bien sûr, il y a des voitures multi-énergie, des voitures classiques de la gamme qui seront électrifiées et qui donc auront le même look, quelle que soit la motorisation ou leur mode d'énergie. Mais on peut imaginer demain que certaines voitures un peu plus dédiées à l'électrique aient un look particulier, une signature particulière, une signature esthétique qui raconte ce qu'elle est. Personne nous écoute. Qu'est-ce que vous allez garder qu'il y a dans la voiture? Sur les modèles électriques, il y a des choses qui vont rester ou pas? Il y a quelques idées, plutôt quelques détails, l'idée qu'on va ramener beaucoup de chaleur, beaucoup de matériaux naturels, intemporels, en juxtaposition du contenu très high-tech, très connecté de la voiture. Ça, c'est quelque chose de fort pour les gens en général. Je pense qu'à l'époque de la course à la tech, et le fait que dès qu'un truc technologique sort, il est obsolète le lendemain matin. Quelque part, se rassurer avec des choses intemporelles, naturelles, c'est fort. C'est une tendance de société qu'on voit émerger et qu'on a commencé à activer dès la 3008 en fait en production. Et demain, des choses comme ça, on va les cultiver de plus en plus. Combien de temps vous mettez à fabriquer un prototype comme celui-là? Parce que moi, à chaque fois, je me dis, tiens, mais ils ont dû s'y mettre il y a 5 ans. Et en fait, quand on regarde les délais qui vous sont donnés entre le dessin et le produit final, on se demande comment vous arrivez à faire. D'ailleurs, j'ai des voitures à restaurer. Quand vous n'aurez rien à faire, je vous embauche à la maison. Je vais passer la main aux spécialistes. Alors, un concept car, c'est un condensé finalement d'une vraie voiture et c'est environ 1 an de travail, très très dense. Parce que tout est fonctionnel sur cette voiture, pratiquement tout. La particularité des concept cars chez Peugeot, c'est en effet, ce sont des objets roulants, fonctionnels, pour proposer une expérience extrêmement immersive. Et tout cela en 1 an, avec une équipe, je dirais,
qui est complètement immergé en tout cas dans ce projet. En tout cas, c'est réussi. Vous avez volé la vedette à tout le monde au dernier mondial. C'est vrai, c'était la star du mondial, donc c'est plutôt réussi. C'est bien. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. 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 Petite photo pour VSD. Bon, il nous reste une catégorie. L'avantage, c'est que vous avez déjà vu, forcément, la voiture qui sera élue, la voiture Argus de l'année, puisque elle a été piochée dans une des 4 catégories. Donc voilà. C'est la gagnante d'une des 4 catégories précédentes. On a fait voter des journalistes. On a fait voter la presse. La presse. Voilà les coupables. On va vous donner les noms. Il y a France 2, La Tribune, L'Équipe, La Voix du Nord, l'Alsace, Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Le Point, Turbo, Nice Matin, Radio France et Bertrand Bellois pour l'Argus. Et donc, tous ces gens ont élu parmi les 4 catégories et les 4 gagnantes de chaque catégorie, enfin la gagnante de chaque catégorie. Alors si je dis que c'est une Française, là il y a du suspense quand même, parce oui, qu'il y en avait plusieurs. Pas qu'une Française. Il y en avait 2. Il y en a 2, plus un dans le VUL, mais qui ne compte pas pour ce vote-là. Non, mais le VU est écarté. Et c'est la Peugeot 508 qui a gagné à nouveau. Et c'est Jean-Philippe Imparato qui va venir recevoir le prix. Si. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. Quel bonheur. Alors celui-là, il est en or, il ne faut pas le perdre. Merci beaucoup. Il est en or. Hein. Quel bonheur de vous retrouver 2 ans plus tard, après 3008. Bah ouais, vous avez vu? Vous avez tout raflé ce soir. Et je peux... Regardez, la voilà. Elle est là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Merci. Et vous roulez avec quoi d'ailleurs à titre perso, à part la moto? Alors je roule alternativement entre 3008 et 508. Et en ce moment, on est en train de rouler le Station Wagon parce qu'il va être sur nos routes dans peu de temps. Et alors, est-ce que vous avez des témoignages d'intérêt des gens qui sont à côté de vous? Alors, ce qui est super intéressant, c'est quand on a fait les roulages au Portugal, là récemment, on mettait la voiture à peu près libre sur route et on avait des gens qui nous doublaient ou qui nous arrêtaient en nous disant qu'elle était belle. Et le premier des partis pris qu'on a eu sur cette voiture, c'est de vous la faire belle. Je pense que j'ai la chance d'avoir chez Peugeot une des équipes de designers les plus performantes au monde. J'ai aussi la chance d'avoir des commerçants extrêmement performants, mais là, je crois qu'ils se sont lâchés. On avait promis qu'on reviendrait dans la berline, dans le sedan, on l'a fait. Mais est-ce qu'une voiture se vend uniquement parce qu'elle est belle? Parce que Fiat a vendu des multiplats quand même. Non, elle se vend en ce moment parce qu'elle est belle, mais également parce qu'elle a des prestations. Donc le message qu'on vous passe sur 508 est relativement simple, c'est faites-vous plaisir, je m'occupe du TCO. Et je sais que le TCO pour l'Argus ainsi que pour tous ceux qui ont voté, c'est quelque chose d'important. Oui, clairement. Donc on veut envisager le futur qui n'est pas forcément toujours simple à envisager d'une manière assez sereine chez Peugeot, sur un mode très cool, du style achetez votre Peugeot et choisissez votre moteur. C'est comme ça qu'on va aborder la question de la transition énergétique en général. Et on veut arriver à se faire plaisir parce qu'on n'a pas du tout envie de s'ennuyer avec Peugeot dans les années qui viennent, tout en ayant des compromis prestations esthétiques, design, qui soit le plus parfait possible. C'est l'idée qu'on se fait de cette affaire. Quand on est au sommet comme Peugeot en ce moment, puisque tout semble vous réussir, c'est plus difficile de se maintenir au sommet que de progresser. Donc l'objectif pour 2019, c'est quoi? L'objectif 2019, c'est de battre 2018. Et pour ça, on veut là aussi se faire plaisir. Donc on vous donne rendez-vous dans quelques semaines, un mois. Oui, l'année prochaine, il y aura une candidate aussi. Absolument. La 208. Hein. Pour continuer notre aventure, on va dire. Hein, et pour répondre à une question qui n'a pas été posée, on ne veut pas vous faire des voitures spécifiques. On veut que vous vous régaliez avec une superbe 208, un superbe 2008, sur lequel vous pourrez choisir votre moteur. Il sera électrique ou il sera thermique, ou il sera hybride, mais en tout cas, vous aurez une Peugeot d'abord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ah, la photo, la photo. Bon, celle-là, on va la garder pour la couverture de l'Argus, elle est quand même bien.
Écoutez, tout le monde doit remonter sur le podium. C'est fini. On veut faire une photo de groupe. On veut remercier la technique. Christophe, merci pour tout ça. Hélène, merci d'avoir tout préparé. Kitry, tout le monde. Et puis on a une autre petite surprise avant de partir quand même. Non. Vous avez remarqué qu'il y a un rideau au fond de la salle? On attend alors. Il y a un rideau au fond de la salle et il y a mon cadeau de Noël qui est caché derrière. Mais il n'y a pas que mon cadeau de Noël. Il y a mon cadeau d'anniversaire aussi. Alors au fond mon cadeau de Noël, à gauche mon cadeau d'anniversaire et à droite la voiture avec laquelle je repars tout à l'heure. Jean-Philippe, c'est ok, c'est bon. Bon, parfait. Vous restez là, Jean-Philippe, s'il vous plaît, parce qu'on va faire cette photo. Merci à tous. Et maintenant, après cette photo, on se régale autour d'un verre, autour du buffet. Et surtout, c'est bien, c'est qu'on a tenu exactement l'heure. On avait dit c'est 1 heure. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.